Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, pour ne pas changer, un point lecture. En effet, dernièrement, j'ai eu un rythme de lecture plutôt satisfaisant pour mes critères à moi. Du coup, j'ai fait pas mal de lectures et je dois avouer que je suis un petit peu à la bourre à l'heure qu'il est sur mes reviews lecture. J'ai donc pas mal de livres à vous chroniquer, alors je vais vous tourner pas mal de points lecture aujourd'hui, même si pour vous ce sera étalé dans le temps. Bref, comme d'habitude, dans ces points lecture, je vais aujourd'hui vous présenter 4 livres. 4 livres qui, vous le verrez, sont plutôt différents dans les genres, mais qui dans l'ensemble ont tous été de plutôt bonnes lectures. De l'historique, du thriller et de la jeunesse, c'est donc parti tout de suite. Je vais donc commencer cette vidéo avec Réflexe de Maud Mayeras aux éditions Pocket. Alors ce livre, j'en ai entendu énormément de bien avant de me lancer dans cette lecture. C'est d'ailleurs tous ces éloges qui m'ont donné envie de le découvrir et j'ai donc fait cette lecture en lecture commune avec Alexandra et Katia, deux copines de lecture avec qui j'ai adoré faire cette lecture commune. Les filles, c'était vraiment très chouette et j'ai très hâte qu'on remette ça. Petite digression qui n'a pas vraiment de rapport, encore que, en fait, on a eu un petit souci lorsqu'on a voulu faire cette lecture commune et je me dis que peut-être certains d'entre vous vont se retrouver confrontés à ce même problème, alors je voulais vous faire part de notre expérience parce que ce sera peut-être utile pour certains d'entre vous. En effet, pour faire une lecture commune, il faut avoir un support sur lequel on peut échanger autour de nos lectures et aujourd'hui, il est vrai qu'il existe énormément de réseaux sociaux, mais bien sûr, malheureusement, on n'est pas tous sur ces mêmes réseaux sociaux. Et là d'ailleurs, le cas s'est posé puisque d'habitude quand je faisais des lectures communes, c'était toujours avec une autre lectrice et moi-même, on était seulement deux. Du coup, c'était très simple pour trouver un support. Or là, nous étions trois, dont une qui n'avait pas Instagram et l'autre qui n'avait pas Facebook. Du coup, pour se retrouver, on s'est un petit peu creusé les méninges, c'était pas évident. Et nous avons trouvé la solution grâce à WhatsApp. En effet, c'était pour nous vraiment la solution la plus simple et la plus efficace pour échanger puisque installer WhatsApp, c'est complètement gratuit, qu'on pouvait créer une discussion vraiment autour d'un thème et que pour s'ajouter les unes les autres, on avait juste besoin d'un numéro de téléphone, ce qui jusque-là, à peu près tout le monde a. Bref, si vous aussi vous faites des lectures communes mais que vous avez du mal à trouver un support sur lequel tout le monde peut échanger très facilement, eh bien écoutez, tentez peut-être comme nous WhatsApp. Franchement, c'est une solution qui nous a tous très bien convenu et je pense que je réitérerai l'expérience, surtout pour des lectures comme ça à plusieurs. Refermons cette digression pour revenir au sujet qui vous intéresse sûrement le plus, à savoir ce que j'ai pensé de Réflexe de Maud Mayeras. Alors, tout d'abord, petit résumé rapide de l'histoire. On se retrouve avec Iris, qui est une photographe de l'identité judiciaire, donc qui se rend sur des scènes de crime pour photographier la scène de crime ainsi que le corps sous tous les angles. Un soir, Iris est donc appelée sur une scène de crime et lorsqu'elle est sur place, elle commence à faire son petit travail, sauf que le commissaire, ou en tout cas son supérieur qui est sur les lieux, lui dit « Oh là là, attention, tu stoppes tout, c'est pas moi qui t'ai appelé, t'as rien à faire ici, retourne chez toi. » Oui, sauf que voilà, Iris remarque sur ce corps un petit détail qui lui rappelle apparemment l'odieuse disparition de son fils à elle quelques années plus tôt. Suite à cette nouvelle affaire sur laquelle apparemment elle n'aurait jamais dû travailler, elle retourne dans la ville où elle a grandi avec sa mère et là on va vraiment beaucoup plus rentrer dans le passé d'Iris, dans toute son histoire. Et finalement, c'est vraiment ça le plus gros de ce récit. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de descriptions, aussi bien des actions qui s'y déroulent que des choses que l'on peut voir, que ce que peut ressentir Iris. On a également beaucoup d'allers-retours intrigants entre le passé et le présent. C'est vraiment pour moi un récit très introspectif où on est complètement plongé dans la tête de notre personnage principal. On y retrouve beaucoup de phrases
courte, hachée, saccadée, qui pour moi représente très bien cette espèce de tourbillon de pensée qu'il y a dans la tête d'Iris. Et l'auteur s'attarde très souvent dans son récit sur des détails, ce qui pour ma part je trouve a donné une certaine forme de poésie à sa plume. On a ici des chapitres courts qui rythment plutôt bien le récit, même si effectivement on n'a pas une multitude d'actions. Malgré tout, je me suis pas ennuyée et j'ai trouvé ça plutôt bien rythmé. Et j'ai également beaucoup apprécié que le passé et le présent soient reliés grâce à l'utilisation de certains lieux géographiques communs. La plupart des chapitres qui traitent d'Iris, où on a vraiment l'impression d'être dans sa tête, commencent en général par « je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela », et pour moi, ça a vraiment permis de faire comprendre l'état de profonde dépression de son personnage, parce que pour moi, c'est foncièrement un personnage complètement déprimé, vide et très abîmé. Comme je le disais, le rythme n'est pas forcément haletant, il ne se passe pas 10 000 choses à la fois et pourtant, il n'y a rien à faire, on a envie de connaître la fin. Chose très appréciable, je n'ai pas du tout vu venir les deux twists finaux, surtout le tout dernier qui m'a, faut bien le dire, plutôt scotché. Pour moi, c'est un récit profondément noir qui nous plonge vraiment au cœur du psychisme humain ainsi que des blessures de l'enfance. Tout le récit est un petit peu brouillé et à la fin, lorsque les choses prennent enfin forme, que le puzzle se met en forme et que la vérité éclate, eh ben on reste pas mal sur le cul. Et c'est à ce moment-là qu'on repense à toute cette histoire qui d'un coup prend un sens tout autre. Seul petit regret pour ma part par rapport à ce livre, c'est le travail qui a été fait sur la 4e de couverture. En effet, quand on lit cette 4e, on s'attend vraiment à suivre une enquête policière finalement plutôt classique sur la recherche d'un meurtrier, à savoir est-ce que ce meurtrier serait mort ou disparu ou pas, est-ce qu'il revient sur le devant de la scène, alors qu'en fait l'histoire c'est vraiment pas du tout ça. Pour moi cette 4e est vraiment trompeuse, mais il faut savoir que finalement, ce récit a pour moi été beaucoup plus intéressant que ce que me promettait cette 4e. Et du coup, même si ça ne correspond pas et qu'à la base j'étais plutôt biaisée sur ce que ce livre devait m'apporter, j'ai été finalement enchantée de voir que cette histoire était beaucoup plus intéressante que ce qu'elle me promettait à la base. Une chose est sûre, c'est que je vais me souvenir, je pense, très longtemps de cette histoire que j'ai trouvée très originale, qui m'a surprise et qui m'a également un peu bouleversée, il faut bien le reconnaître. Je crois même pouvoir dire que pour moi, ce livre a été un joli coup de cœur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, c'est un thriller psychologique original que je recommanderais sans aucun souci. Et puis, sachez également que je n'ai pas été la seule à avoir cet avis, puisque sur les 3 que nous étions à faire cette lecture commune, eh bien, cet ouvrage a enchanté chacune d'entre nous. On a toutes adoré notre lecture, on était toutes à fond dedans. Donc voilà, je me dis que c'est pas seulement mon avis, on a vraiment beaucoup tout aimé, donc n'hésitez pas, foncez. Je vais ensuite passer à un tout autre genre avec La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Gay aux éditions Le Livre de Poche. Alors je suis désolée, j'ai investi du coup, vous l'aurez peut-être remarqué, dans des nouvelles lumières pour que mes vidéos soient un petit peu moins dégueu au niveau de la luminosité, sauf que du coup ça crée ce genre de reflet tout aussi dégueulasse. Voilà, je fais du mieux que je peux. Je vais essayer de le tenir, histoire que vous voyez un petit peu mieux la couverture et le titre. Bref, dans ce livre, nous allons être dans un style tout à fait différent, puisque là, on est vraiment plus dans de l'historique, puisque cette histoire retrace la fuite de Joseph Mengele, un médecin nazi qui a fui en Argentine en 1949 pour fuir la fin de la guerre et surtout fuir le procès de crimes contre l'humanité qui lui pendait au nez. Au niveau du résumé, je ne pense pas avoir besoin de vous en dire plus, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Par contre, si vous vous souvenez, ce livre, je l'ai reçu il y a assez peu de temps dans une box qui m'avait été envoyée par les éditions Le Livre de Poche. Et bien, comme je l'avais dit à ce moment-là, il n'allait pas traîner très longtemps puisque ce sujet m'intéressait beaucoup. Et effectivement, j'ai tenu parole puisque je l'ai lu très rapidement. Alors, je vous préviens tout de suite, si dans l'ensemble j'ai
apprécié ce livre. Ça n'a pas été le coup de cœur ou en tout cas le livre vraiment fort auquel je m'attendais. J'ai plutôt aimé ce livre dans l'ensemble, surtout pour la lumière qu'il nous apporte sur la vie de cet ange de la mort. En effet, j'ai aimé en apprendre plus sur la vie de Joseph Mengele. C'était vraiment ce que je recherchais à la base en choisissant ce bouquin. Quand je dis en apprendre plus sur sa vie, c'est plutôt finalement dans cet ouvrage en apprendre plus sur sa cavale, plus que sur sa vie, vraiment en tout cas avant sa disparition en Argentine. J'ai aussi beaucoup aimé en apprendre plus sur ces États d'Amérique du Sud et plus particulièrement sur la politique de l'Argentine qui a vraiment accueilli en toute connaissance de cause ces nazis criminels de guerre. L'auteur n'oublie pas également de nous conter comment ces États et ces organisations publiques ou privées se sont grandement enrichis suite à la Seconde Guerre mondiale avec l'aide de ces nazis. En gros, en surface, on joue les tout gentils, mais sous la table, sachant que les nazis pouvaient nous rapporter du fric, on a un petit peu fermé notre bouche. Alors, il faut savoir qu'Olivier Gay est journaliste et pour moi, c'est quelque chose qui se ressent énormément dans cet ouvrage. J'avoue que pour le coup, j'aurais aimé une écriture un petit peu moins journalistique, voire qui m'a semblé par moments presque un petit peu scolaire. Comme je le disais, j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur la vie de Joseph Mengele durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur ses projets médicaux qu'il a menés durant cette période. Même si c'est un petit peu abordé dans ce bouquin, j'avoue que sur ce point-là, je suis vraiment restée sur ma faim. Après, il ne faut pas oublier que c'est un tout petit livre, donc vous vous doutez bien que du coup, on s'est vraiment concentré sur sa cavale en Amérique du Sud et que par conséquent, sa vie avant ça est du coup très peu abordée. S'il y a un passage que j'ai particulièrement apprécié dans cet ouvrage, c'est vraiment le face-à-face entre Mengele et son fils, que je trouve hyper révélateur de la mentalité de ces nazis. En effet, on se rend compte vraiment en lisant cet ouvrage que au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient absolument convaincus et de façon totalement sincère d'avoir agi pour le bien de leur nation et pour protéger le peuple allemand. Et du coup, ça donne lieu à des situations qui nous paraissent complètement dingues, puisqu'ils sont absolument incapables de ressentir un quelconque regret ou encore de la honte par rapport à ce qu'ils ont pu commettre. Pour eux, c'était tout à fait logique, c'était leur devoir, c'était... ils n'avaient pas le choix, c'était la seule vraie bonne solution et ça, c'est tout à fait incroyable. Mais du coup, en lisant cet ouvrage, on comprend un petit peu mieux la mécanique qui a pu se mettre en place dans leur cerveau et qui fait qu'ils en sont arrivés à là. Chose qui nous semble complètement incompréhensible et qui, bien sûr, nous semble toujours autant folle après cette lecture. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de comprendre un petit peu mieux les rouages qui ont pu être mis en place pour convaincre finalement ces dirigeants de faire ce qu'ils ont fait. Attention, par contre, il faut savoir qu'il y a pas mal de protagonistes dans ce livre qui ont d'ailleurs des noms parfois un petit peu difficiles à retenir. Ce qui fait que personnellement, dans ma tête, parfois les personnages ont eu tendance à se mélanger un petit peu. Et du coup, c'était difficile de savoir vraiment qui était qui faisait quoi. C'était parfois un petit peu confus. Néanmoins, je le répète, pour moi, ce livre a été vraiment un récit très intéressant. Et pour moi, il est à noter qu'il remplit parfaitement son devoir de mémoire. Alors, bien sûr, la plume est engagée et orientée. Et là où j'ai un petit peu de regret, c'est que je pensais vraiment que ce livre allait me procurer beaucoup plus d'émotions, allait complètement m'emporter, ce qui n'a pas été le cas. Mais là où je reconnais que ce livre est plutôt bien fait, c'est qu'il m'a vraiment donné l'envie et la curiosité de lire d'autres livres pour vraiment creuser l'histoire de cet homme monstrueux. C'est une sorte de premier pas au niveau de ce sujet qui donne vraiment envie d'aller plus loin. Et parce qu'il n'est pas impossible que l'horreur des hommes refasse malheureusement un jour surface, je recommande bien sûr ce livre au plus grand nombre. Passons désormais à un style totalement différent avec Sherlock et Moria, le tome 1, l'initiation de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. Alors vous l'aurez compris, en voyant ce titre, nous nous situons ici dans une réécriture de l'histoire de Sherlock Holmes. Ici on se retrouve donc avec James Moriarty et sa petite sœur Moria,
qui vivent tous les deux avec leur père qui décide un jour pour la rentrée de les envoyer dans une école, la Baskerville Academy, où ils seront donc internes. Dès la rentrée, le directeur de l'école convoque tous les élèves pour leur annoncer que la sacro-sainte Bible des Moriarty qui se trouvait dans l'église de la Baskerville Academy a mystérieusement disparu. Il demande donc à tous les élèves d'ouvrir l'œil pour retrouver cette Bible, mais surtout, si c'est le cas, de ne pas la toucher. En parallèle de ça, James prend donc ses quartiers à la Baskerville Academy et fait la rencontre de son colocataire, un certain Sherlock Holmes. Et c'est un très joli coup de cœur que j'ai eu pour cette saga jeunesse. En effet, il y a bien longtemps que je n'avais pas lu une saga jeunesse aussi intelligente, fraîche et divertissante. Et ce que j'ai forcément aimé par-dessus tout, c'est le personnage de Sherlock qui pour moi reprend vraiment les traits de caractère spécifiques de notre très célèbre Sherlock Holmes. En effet, le jeune Sherlock est tout aussi intelligent, perspicace, observateur et un poil arrogant. J'ai également beaucoup aimé le personnage de Moria qui est une jeune fille au caractère fort qui n'a pas peur d'affronter ses peurs quand il le faut. Et puis bien sûr on a ce personnage de James qui est un petit peu agaçant, mais il faut bien reconnaître que ça correspond finalement bien à ce que ce personnage doit être. Les intrigues sont là, l'ambiance est là et bien sûr l'humour est très présent dans ce récit, chose que j'ai personnellement trouvé très agréable et surtout totalement appropriée à un public jeunesse. J'ai adoré le choix de l'auteur de faire raconter cette histoire comme si c'était Moria qui elle-même la racontait. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très original et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Seul petit bémol pour moi, pour ce livre, c'est tout simplement le fait que l'histoire se passe aux États-Unis et non pas en Angleterre. Voilà, j'avoue que j'aurais préféré que cette histoire prenne place en Angleterre, mais à part ça, je dois avouer que je n'ai pas vraiment grand-chose à reprocher à ce bouquin. C'est donc sans grande surprise que je recommande bien sûr ce livre aussi bien pour un public jeunesse que pour un public adulte comme moi qui serait plutôt féru des aventures de Sherlock Holmes. Et pour terminer cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de Sherlock et Moria, le tome 2, La Spirale Infernale, toujours de Ridley Person et toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Vous l'aurez donc compris, le tome 1 m'a tellement plu que quelques jours après, je n'ai pas pu faire autrement que de me jeter sur ce tome 2 qui heureusement était en ma possession. Alors je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome 2 parce que c'est vraiment la suite directe du tome 1, donc je risquerai de vous spoiler certaines choses. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est donc avec un grand plaisir que j'ai retrouvé les personnages de Sherlock et Moria qui sont vraiment mes deux personnages chouchous. Pour moi, ce tome 2 est toujours aussi intelligent et addictif et je le répète, pour ma part, je trouve que c'est vraiment une saga jeunesse qui sort du lot. Sherlock et Moria, ils sont toujours aussi drôles et attachants. Par contre, ce tome 2 se fait un peu plus sombre que le premier. En effet, il y a de plus en plus de dangers et on sent profondément que les personnages grandissent et qu'ils vont devoir affronter finalement bien plus sombre que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Petite différence aussi avec le tome 1, on est beaucoup moins centré sur la Baskerville Academy. En effet, dans le tome 1, toutes les actions quasiment se passaient vraiment dans la Baskerville Academy. Or ici, il y a beaucoup plus de scènes qui se passent à l'extérieur. Et si dans ce tome-ci, on commence à faire la lumière sur certains mystères, eh bien il y en a également d'autres qui se mettent tout doucement en place. Bref, vous l'aurez compris, ce tome 2 est toujours aussi addictif. Il est également très bien rythmé. Je l'ai donc lu très rapidement et avec beaucoup de plaisir. Et vous vous demanderez donc peut-être du coup, est-ce que je vais me jeter sur le tome 3 lorsqu'il sortira? Eh bien j'ai envie de répondre élémentaire, mon cher Watson. Vous l'aurez donc compris, Sherlock et Moria. Pour moi, c'est clairement une saga jeunesse à découvrir. J'ai adoré ces deux bouquins que j'ai lus très rapidement. Et voilà, j'ai vraiment hâte que le tome 3 rejoigne ma palle. C'est donc tout pour ce nouveau point lecture. Comme je le disais dernièrement, j'ai un rythme de lecture plutôt intensif. Ce qui fait que je tourne pas mal de vidéos et que j'en ai pas mal en stock. Alors à l'heure actuelle, je suis sur un rythme de publication de 1 vidéo par semaine, mais c'est vrai que du coup,
Ça crée un certain décalage entre le moment où je tourne mes vidéos et le moment où vous pouvez les visionner. Du coup, j'avoue que j'ai pas mal de problèmes à savoir finalement trouver le rythme de publication qui me conviendrait. Et du coup, je voulais vous poser une petite question, juste comme ça, histoire que j'y vois peut-être un peu plus clair, à savoir, vous, quel rythme de publication vous souhaiteriez avoir? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on reste sur une vidéo par semaine, comme je le fais actuellement, ou peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, ou 2 vidéos par semaine? Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez. Je ne dis pas forcément que je vais le suivre, mais en tout cas, ça m'aidera peut-être personnellement à y voir plus clair. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces livres et que vous souhaitez peut-être échanger avec moi, savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas, eh bien n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire juste en dessous. Et puis peut-être que vous ne connaissiez pas certains de ces ouvrages et que je vous aurais donné envie. Si c'est le cas, écoutez, j'en suis ravie. Je tenais également à remercier très fort toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne dernièrement, puisqu'à l'heure où je tourne, vous êtes plus de 700 sur la chaîne. Je le répète, c'est toujours aussi dingue pour moi, mais voilà, ça me fait toujours autant plaisir de voir cette communauté qui grandit et surtout de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires, à échanger avec moi. Ça m'a permis vraiment de faire de très belles rencontres, alors même si ce n'est pas des rencontres réelles. En tout cas, ça m'a permis d'avoir vraiment de très beaux échanges avec certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas, continuez. Du coup, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et puis pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, vous l'aurez donc compris, j'ai encore pas mal de livres à vous chroniquer. Je vais donc peut-être essayer de vous tourner ça très rapidement. Je vous souhaite personnellement paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère que vous faites de belles lectures et qu'on se retrouvera bientôt sur cette chaîne.